Bah, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est quand on sort de PhD et que la première question qu'on va demander quand on arrive dans une entreprise lors d'un entretien, c'est parlez-moi de votre PhD. Bah, j'ai travaillé sur la molécule pro-apoptotique BIM. Ah non, c'était pas ce que je disais derrière. Et Non, 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 bim! non. Et BIM. Bienvenue à tous sur Behind the Title, le podcast qui vous aide à déchiffrer, décrypter et analyser les fiches de poste du secteur privé. Pour ce faire, j'inviterai à chaque épisode un expert métier PhD. Chaque expert nous aidera à démystifier une fiche de poste reliée à un métier précis que vous pouvez cibler. Prenez votre carrière en main, vous êtes des pépites, vous méritez de briller. Hello Shaoul, ça va? Comment tu Salut vas? Assia, comment ça va? Tu vas bien? Ben, ça va très très bien. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur Behind the Title, sur cet épisode spécial métier, ingénieur, technico-commercial. Tu vas pouvoir nous éclairer tous les PhD qui ne connaissent pas de métier, qui se posent des questions. Cette chaîne, elle est spécialement conçue pour décrypter ensemble les fiches de poste. Et je suis ravie de te recevoir, Shaoul. Ce que je Et vais te moi, je suis demander, ravi de venir comme d'habitude, donc avec plaisir. comme d'habitude. Merci beaucoup, Shaoul, tu es adorable. Alors, comme d'habitude, on va commencer que tu puisses te présenter Bien sûr. auprès de l'auditoire, voilà, qui tu es rapidement, Shaoul, en quelques lignes. Et puis après, on va passer petit à petit, à creuser sur ce job d'ingénieur Sur le technico-commercial. job, exact. Alors, du coup, bah, je me présente. Donc, je m'appelle Shaoul Mohamed. J'ai une thèse en immunologie. Et suite à la thèse, j'ai fait un premier postdoc, suivi d'un deuxième postdoc. J'ai passé les concours INSERM, CNRS, CDD jeunes chercheurs, maître de conférences. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait pas mal de choses donc, niveau recherche. Donc, j'ai entre 10 et 12 ans d'expérience entre les thèses et postdoc. Et à un moment donné, il va falloir trouver un travail stable. Et effectivement, c'était pas forcément avec les concours INSERM, CNRS, maître de conférence. Et du coup, quand je cherchais un petit peu quoi faire d'autre, j'ai vu qu'il y avait quasiment 9 jobs sur 10 sur de l'ingénieur technico-commercial. Et c'est là où j'ai postulé. J'ai été pris chez Ebili Serotech, qui est une entreprise qui vend des anticorps, pendant quelques mois. Et j'ai très vite été ensuite chassé avec Miltenny Biotech. Donc j'ai commencé ensuite chez Miltenny Biotech en tant qu'ingénieur commercial pendant 6 ans. Ensuite, il y a une opportunité qui s'est ouverte au sein de Miltenny pour devenir chef de produit. Et vu que pendant ma thèse et mon postdoc, j'avais travaillé énormément sur la partie immuno-oncologie, immunovirologie, ben, je suis devenu responsable chef de produit de la gamme de immuno-onco, immunovirologie. Donc ça faisait un bon parallèle aussi sur ce côté-là. Et donc j'ai fait ça pendant encore 6 ans. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait que je reteste tout ce que j'ai disais au marketing en tant que chef de produit sur le terrain. Et il y a un poste qui s'est ouvert pour devenir donc Key Account Manager. Donc c'est un peu le level après ingénieur technico-commercial qu'on pourrait en fait postuler ou accéder. Et donc j'étais Key Account Manager pour une pharma pendant près de 4 ans. Et depuis janvier 2025, je suis responsable du marketing donc chez Miltenny Biotech. Voilà. Génial, un Voilà le magnifique parcours. parcours. C'est Bravo. gentil. Donc, tu as dit quelque chose de très important, Shaoul. Tu as dit, ben, quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait pas mal de postes. Donc, c'est des postes qui sont accessibles pour les PhD. On y reviendra. C'est des opportunités. Et puis après, on peut faire des carrières. On peut aller du marketing. Voilà, on peut faire de belles carrières en commençant, en démarrant Tout sur à ce fait. type de poste. Que ce Mais soit justement, pour transversal ou de pouvoir... l'autre côté, on peut tout à fait effectivement bah, voilà, faire différentes choses, quoi. Mm. Absolument. Alors, pour pouvoir expliquer aux gens qui nous écoutent le poste d'ingénieur technico-commercial, c'est Shaoul, tu devais nous l'expliquer, mais vraiment simplement, de manière vulgarisée, en une ou deux phrases. C'est quoi un ingénieur technico-commercial? Tu devais Bien, définir. un ingénieur technico-commercial, c'est avant tout donc quelqu'un qui a un niveau minimum ingénieur, effectivement. Donc pourquoi pas même PhD, et on recrute beaucoup de PhD chez nous. Donc il y a un bagage, donc quand on dit technico-commercial, donc il a un bagage déjà avec lui scientifique. Et il va être effectivement un vendeur. Donc il va falloir vendre les solutions de l'entreprise sur un secteur donné qu'il a. Et donc, une fois qu'il a ce secteur, il va falloir aller prospecter les chercheurs, les clients, pour aller atteindre son objectif qui est chiffré. Et donc, il a un objectif chiffré à atteindre tous les mois, trimestres et au cours de l'année. Et en fonction de ça, eh bien, il va recevoir, en plus de son salaire fixe,
eh bien, des bonus qui vont ramener des primes en fonction eh bien, de ce qu'il va pouvoir vendre au cours de l'année. Voilà un peu le résumé. Ça, c'est la côté très fiche technique et poste. Moi, pour moi, un ingénieur technico-commercial, c'est avant tout quelqu'un qui crée du relationnel avec des gens, c'est le côté humain. Donc, aller voir les gens. C'est vrai que maintenant, on est à l'époque du virtuel, des Zooms, ce genre de choses, ou des Microsoft Teams et autres. Mais voilà, l'humain, il y a que ça de vrai. Donc, aller voir les gens, connaître ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils font, et surtout, eh bien, essayer effectivement d'apporter les meilleures solutions adaptées à ce qu'ils font. Voilà, tout simplement. Voilà. Très belle définition. On sent que le relationnel prend une place super importante, Shaoul, pour ce métier-là. Exactement, tout à Ce fait. que je te propose, c'est go dans la fiche de poste et on va pouvoir décrypter tout ça Allez, ensemble. tout OK? à fait. Pour que vraiment ce ne soit plus un mystère pour vous. Je Oui, partage la fiche de poste, tu me dis si c'est bon pour toi. pas encore. Et c'est bon, c'est fait. Allez, génial. Donc, ingénieur technique. Alors, c'est une fiche de poste, je précise, généraliste, globalement. Et avec Shaoul, on est là pour la décortiquer et puis apporter plus de nuances, plus de détails. Donc, le Tout à poste est fait. ingénieur technico-commercial. Le contexte et l'environnement, globalement, est-ce que tu veux nous en dire deux mots un peu sur cette partie-là qui décrit un peu... Bien sûr, alors c'est vrai qu'effectivement, quand un ingénieur commercial arrive, donc déjà il a différentes dénominations, ça peut être account manager. Souvent, nous, par exemple, on a des account managers research pour le portefeuille research, on a des account managers cliniques pour le portefeuille clinique. Donc le account manager, ingénieur commercial, ingénieur technico-commercial, tout ça, ça rentre dans la même catégorie. Et c'est souvent ce que j'appellerais le commercial plutôt junior qui arrive dans l'entreprise. Il n'a jamais eu ce type d'expérience ou il a déjà eu ce type d'expérience, mais voilà, c'est le niveau 1. Et cette personne va être attachée forcément à un directeur des ventes, ou un responsable des ventes, ou un directeur commercial, qui du coup va piloter une équipe d'ingénieurs commerciaux. Ok, clair. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs titres, plusieurs noms en fonction des boîtes, ça porte pas Tout à toujours le fait. même nom. Et on va rentrer dans les missions principales. Donc, première mission principale, c'est la prospection, Shaoul. Développement du portefeuille, en avant tout commercial. Donc, Tout à ça fait. consiste en quoi, en fait, développer un portefeuille, prospecter, pour expliquer aux Alors, gens? développer un portefeuille et aussi prospecter, bah, il faut déjà voir que quand la personne arrive, elle a déjà des clients. Elle a un portefeuille de clients. Elle a déjà en fait ce qu'on appelle les 20-80, donc c'est 20% des clients qui vont faire 80% du chiffre d'affaires par exemple. Et bien ça, c'est vraiment déjà un portefeuille de clients qu'il va falloir aller visiter régulièrement parce que c'est 20% de ces clients qui font 80% du chiffre d'affaires. Et bien c'est déjà quelque chose qu'il faut maintenir. Et ensuite, si on veut faire du chiffre et avoir effectivement ces primes et pouvoir développer l'entreprise, l'entreprise se développe aussi avec les clients existants, mais aussi avec des nouveaux clients. D'où le fait de prospecter des nouveaux clients qui, du coup, soit s'installent sur le secteur, parce qu'il y a eu des déménagements, il y a des personnes qui viennent s'installer, ou c'est des clients existants qui, par contre, vont aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles recherches. Quelqu'un qui travaille en immunologie va commencer à prospecter sur les neurosciences parce qu'il s'intéresse, par exemple, au glioblastome. Voilà, là j'ai donné deux, trois noms assez techniques, mais ça va permettre de comprendre que bah, voilà, peut-être que les clients existants vont avoir de nouveaux projets permettant du coup de développer aussi le portefeuille existant. Donc c'est vraiment en fait aller à la recherche des clients. On utilise Internet, on utilise le bouche à oreille, et donc les clients existants peuvent aussi donner des conseils sur des clients qui viennent d'arriver ou des nouvelles équipes qui viennent de s'installer. Et donc le relationnel, c'est souvent ça. C'est pas que derrière Internet avec les sites web des instituts. Et c'est souvent en allant dans le site, regarder directement en frappant aux portes. Ça arrive aussi. Par rapport à ça, Shaoul, est-ce qu'on a un secteur dédié, que tu disais des clients, un portefeuille? Est-ce qu'on est, tu vois, rattaché à une zone, un secteur? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a effectivement un portefeuille, eh bien, ça va être un portefeuille sur un secteur donné. Et donc, selon l'entreprise, les secteurs peuvent être très, très variables. Donc, par exemple, nous, on a des secteurs qui sont voilà, en termes de chiffre d'affaires et en termes de géographie, surtout quand on est sur Paris, bah, très restreint. Dès qu'on est en dehors de Paris, en province, c'est un petit peu plus grand. Mais dans certaines boîtes, ça peut être vraiment des pays. Ça peut être quasiment toute la France.
Ça peut être la France plus l'Espagne plus la Belgique ou d'autres secteurs comme ça. Donc il y a des répartitions de secteurs qui peuvent être en fonction cette fois maintenant du portefeuille qu'on a à vendre, donc du portefeuille de produits. Si c'est des niches avec des produits très restreints, on va avoir des secteurs des fois plus grands. Et si au contraire on a des workflows complets avec de quoi pouvoir en fait guider les clients du début jusqu'à la fin de leur manip avec un workflow complet, là peut-être qu'on va avoir des secteurs plus petits. Yes. Alors forcément, quand on lit une fiche de poste, on se met à la place du PhD sorti de thèse ou postdoc, on a des termes qu'on ne comprend pas trop. Shaou, tu sais, les fameux termes, on dit, mais qu'est-ce que c'est pipeline commercial, CRM? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Shaou? C'est quoi ces termes barbares un peu? Oui, alors la CRM, c'est vraiment l'outil, un logiciel de gestion de la relation client. Ok. Et donc cet outil pour pouvoir gérer les clients, c'est juste une base de données où on a en fait tous les clients qui sont répertoriés. Et on va pouvoir faire dedans tout le suivi qu'on fait avec eh bien, les clients. On va pouvoir mettre qu'on est parti le visiter, de quoi on a parlé. Et ensuite, dedans, ça va nous permettre de pouvoir suivre au fil du temps si par exemple on a un nouvel ingénieur commercial qui arrive, il va pouvoir voir l'historique. Si on a le support qui doit intervenir, par exemple un ingénieur applicatif qui doit intervenir, il va pouvoir voir ce qui a été dit avant et venir faire son support correctement. Et si on a un achat d'un instrument, par exemple, eh bien, la personne qui va s'occuper de venir installer l'instrument va aussi pouvoir voir quels sont les bons contacts, quelles sont les bonnes personnes. Donc c'est un outil qui permet ça. Et donc c'est ce qu'on appelle vraiment le CRM. Et donc, quand on dit piloter et maintenir un pipeline commercial actif dans le CRM, ça veut dire que tout ce qu'on fait sur le terrain doit apparaître quelque part dans cette CRM, dans ce logiciel. Donc ça, c'est important. Donc, Et donc, comme tu l'as dis-toi, voilà. souligné, hein, équipe Euh, avant-vente, technique marketing. et En oui, fait, parce que tu l'as bien c'est pas dit, que on est pour amené la à personne, c'est pour collaborer. tout le monde, exactement, dans l'entreprise. Ouais, Donc, il faut pouvoir voilà, centraliser toutes ces infos importantes du terrain. Donc, si on exact. passe à la deuxième partie, élaboration, négociation. Là, on apprend énormément de choses dans ce métier. On apprend à faire des propositions commerciales, à collaborer aussi avec d'autres équipes avant-vente, technique, marketing. Il y a ce côté-là, super. Et négociation aussi, Sharon. On apprend à Tout négocier, à à faire des fait. discours, à Tout à répondre à fait. des appels d'offres. Tu veux nous en dire deux mots sur cette partie un peu élaboration, négociation, offre, Oui. plus? Alors, juste un tout petit peu avant de rentrer dans le vif de ces Oui. négociations et appels d'offres et tout ça, en général, quand on va aller visiter un client, chez Milteni, on prend à peu près 1 heure. Et dans cette heure, on va discuter au moins pendant un bon une demi-heure, trois quarts d'heure du projet. Qu'est-ce que fait la personne? Quel est son projet? Comment elle fait actuellement? Et si elle ne fait pas, du coup, bah, qu'est-ce qu'elle souhaite faire comme readout, comme manip, comme... Et donc, tout ça va nous permettre de mieux comprendre, en fait, la problématique, le pain point qu'on appelle donc du client. Et ça va nous permettre de pouvoir mieux adapter la solution qu'on va proposer. Et à la fin uniquement, et c'est là où j'arrive, et c'est souvent à la fin qu'on va arriver sur la négociation pure commerciale. Mais si on a bien fait son travail avant de bien vérifier le pain point et de voir que la solution qu'on propose répond à ces pain points, quelque part la négociation commerciale est simple. C'est j'ai besoin de ce kit, je vais l'acheter, quelle offre commerciale vous pouvez nous faire? Et ça va assez vite. Par contre, si on vient prendre de la part de marché à des concurrents et en fait, bah voilà, on a peut-être eu un peu plus de mal à bien décortiquer les pain points qu'il pouvait y avoir du coup, et bien là, souvent, la problématique n'est plus sur le add value et la valeur ajoutée qu'on peut avoir avec nos produits par rapport à ce qui existe, mais c'est souvent le côté très commercial parce que c'est souvent le prix qui sort en avant. Ça. Et là, c'est de la négociation pure. Et après, il y a aussi tout ce qui est contrat annuel, ce genre de choses, contrat sur des machines, par exemple, où on doit avoir quelque chose qui est un peu plus volumineux en termes de prix. Et puis voilà, puis après, il y a les délais de livraison, les conditions tarifaires, ce genre de choses. Et on a aussi toute une personne en administratif et chef de produit qui peut aussi aider sur les appels d'offres. Et donc, bien entendu, un appel d'offres, c'est quand il y a un instrument à acheter, par exemple, sur une, euh, un institut, eh bien, ça passe via des appels d'offres. Et donc, il faut passer par des marchés qui sont justement ciblés. Et donc, le marché va faire des appels d'offres. Et donc, notre machine va être, ou la machine que le client souhaite acheter va être mise sur le marché. Et plusieurs concurrents peuvent y répondre. Il va falloir être
assez fort aussi sur l'appel d'offres. Et c'est là où il y a des systèmes de notation avec le côté technique, le côté de la livraison, ce genre de choses. Et là, on a effectivement une équipe administrative au sein de la boîte. On a aussi une équipe de chefs de produits qui connaît bien le produit et les produits des concurrents et qui vont pouvoir adapter la réponse de cet appel d'offres. C'est très clair, Shaoul. Si on se met encore une fois à la place du PhD, hein, sortie de thèse, c'est assez impressionnant tous ces termes-là. Hein. Ou Alors, négocier, moi c'est j'ai jamais très fait ça. impressionnant, Est-ce que tu tout peux à nous dire un fait. peu le côté un peu transférable finalement, comment on peut rassurer là-dessus? Ouais. Pas de ce Bah, milieu. toutes les personnes qui travaillent en laboratoire, que ce soit même un ingénieur, technicien, PhD, ont tous eu affaire à un moment donné à soit la gestionnaire de l'équipe ou le gestionnaire de l'équipe, soit à des vendeurs pour pouvoir négocier un achat d'un appareil. Eh bien, quand ils ont réussi à le négocier à ce niveau-là, c'est pareil, mais de l'autre côté. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Quand il faut aller voir le chef en lui disant, j'ai besoin de commander 4 SIRNA pour faire ma manip, ah ben non, tu offres peut-être que 2. Oui, mais en faisant ça, je vais pouvoir avancer plus vite, le papier va être publié plus rapidement. Bah, la négociation, elle a déjà commencé. Eh bien, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Et souvent, on s'en rend pas compte, en fait. Moi, je dis, en fait, ingénieur technico-commercial, vendeur. En fait, on est avant tout des consultants on est là plutôt pour conseiller, vraiment c'est ce côté advice, donc conseil, pour vraiment conseiller les clients sur, eh bien, en faisant ça, vous allez plutôt gagner en rendement, en pureté, vous allez gagner en reproductibilité, vous allez gagner en fait en sérénité de travail. Et donc, on va s'appuyer, et je vais donner un autre terme un peu technique, hein, ce qu'on appelle le SPICES en anglais ou le 100 en français. Donc, en fonction effectivement bah, de ce qu'on ressent, eh bien, de ce que ont les clients en termes de pain point, eh bien, on va pouvoir rentrer en fonction eh bien, de est-ce que c'est plutôt le côté argent qui est important derrière, le côté reproductibilité qui est important derrière, est-ce que c'est un confort de travail qui est important pour cette personne, est-ce que cette personne au contraire elle adore tout ce qui est nouveau et elle va pouvoir en fait utiliser ce côté très nouveau en fait pour dire bah, j'ai un nouveau produit, eh bien il va peut-être répondre à tes attentes. Enfin voilà, il faut aussi s'adapter, non pas uniquement, en fait, bah, on pourra avoir le même projet, mais avec des personnes différentes, eh bien, on va devoir s'adapter à ces personnes aussi. Donc, c'est là aussi où tout l'art de la vente arrive à ce niveau-là. Je repensais quand tu disais ça à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une bonne partie en fait d'écoute. On essaie de comprendre le besoin, on essaie de voir comment on peut aider entre guillemets le client, le chercheur, le scientifique qui est en face. Et ça vient à dire, enfin ça nous rejoint vers enfin, le troisième point, qui est la gestion de la relation client et suivi. C'est une grosse partie du job en fait. Tout Grosse à fait, partie tout du à job. fait. Et la gestion de la relation client, donc comme je disais, les 20-80, c'est effectivement donc 20% des clients qui vont faire 80% de notre chiffre d'affaires. Il faut énormément être à leur écoute. Parce que vu que ce sont déjà nos clients et qui font 80% de notre chiffre d'affaires, si ces clients-là, demain, ont des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, et que finalement on est à l'écoute de ce besoin-là et on peut y répondre, eh bien, ils n'iront pas voir chez quelqu'un d'autre. Et donc, un bon commercial, et là je vais casser tout de suite le mythe, un bon commercial, c'est pas celui qui a la bonne tchatch, c'est celui qui a la bonne écoute. Et écouter le client, ça ne veut pas dire contredire tout de suite, argumenter ou contre-argumenter tout de suite. Ça veut dire bien l'écouter, bien comprendre ce qu'il fait, bien comprendre le côté aussi relationnel qu'on disait sur ce côté notamment. Eh bien en fait, finalement, si cette personne, elle a ce pain point mais elle n'est pas encore prête à changer parce que elle est dans un confort, par exemple, avec ce qui existe, eh bien, il faut savoir peut-être passer par une phase de démonstration ou donner les bonnes références. Quelles sont les références ou quels sont ses mentors à son chef ou à cette personne? Eh bien, ça va permettre de mieux comprendre. Mais c'est pas uniquement en disant que le produit que j'ai est bon que la personne va l'acheter. La personne va peut-être l'acheter parce que bien voilà, dans tel ou tel institut, d'autres personnes l'utilisent, et souvent parce que l'autre personne le dit, parce que c'est un confrère qui est aussi chercheur et qui l'a testé dans un contexte que la personne veut tester, et bien là, ça fonctionne. Donc des fois, il faut être vraiment à l'écoute pour pas tout de suite
argumenter, contre-argumenter et essayer de vendre à tout prix. Non, là, ça passe pas. Et cette gestion de la relation client, elle est souvent en fait dans cette relation client qu'on a au jour le jour. Au tout début, bah, moi je me souviens de mes premières années chez Milton Bibliothèque, on a commencé en juillet 2010. Les premières fois, bah, c'était beaucoup, voilà, est-ce que vous allez bien? Et puis après, c'est devenu, bah, Shaoul, tu vas bien? En fait, la relation, elle s'est créée, en fait, quand on passe déjà du vouvoiement au tutoiement. Et surtout, bah, quand bah, en fait, on peut venir comme ça, on discute, ils sont contenants, ils nous accueillent, on propose un café. Et en fait, c'est de la relation. C'est de la relation humaine avant tout. Et ça n'a pas de prix. C'est tellement important ce que tu dis, Charles. Et tu le sais, hein, quand on sort de l'univers académique, on a tendance à avoir des idées reçues sur ces métiers de vendeur, à moi le business, à moi la vente. Mais en fait, c'est avant tout un métier relationnel où on entretient des relations de confiance. Et puis, Tout à ce fait. qui est aussi important, c'est l'après. Il n'y a pas juste je vends le produit, je m'en vais. C'est j'essaie aussi de suivre, hein. Il y a aussi un suivi. Là, je dois assurer le suivi post-signature Tout à fait. Tout à entretenir fait. une relation de confiance, c'est ce que tu viens de tuer. Parce que peut-être que tu as vendu ton produit, mais derrière, peut-être qu'il y aura des, je sais pas, est-ce que tu fais remonter des soucis, des retours, des feedbacks, des, comment ça se passe, Le le plus suivi? important, effectivement, dans la relation client, c'est que la première chose qu'on va faire avec un client qu'on n'a pas vu depuis 2, 3 mois, par exemple, ça va? Tout se passe bien? Et si la réponse est oui, bah c'est très bon. Ça sert à rien de parler du sujet qu'on était venu, en fait. Au contraire, il faut parler du sujet qui est le plus important. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Comment est-ce que je peux aider? On a un support technique France, on a un support applicatif. On va venir vous aider. On va venir en fait d'abord résoudre cette problématique et peut-être que c'est juste une petite optimisation, ce qu'on appelle un petit fine-tuning, eh bien de l'existant. Voilà. Et souvent, c'est des habitudes de laboratoire. On utilise tel tampon parce qu'en fait, on n'a pas pris celui qui était commercial parce que bah voilà, on l'avait déjà. Et souvent, on ne se rend pas compte que bah, voilà, s'il y avait de l'EDTA et que le l'EDTA a cristallisé, ben, du coup, les cellules se recollent entre elles et puis hop, on a un problème qui arrive. Et donc, c'est souvent des petites habitudes ou des dérives de protocole. Et ça, en fait, ça se résout très rapidement, très facilement. Et le client est très content d'avoir quelqu'un qui, du coup, connaît bien ses produits, connaît bien les soucis qu'il pourrait y avoir voilà, derrière l'utilisation de tel ou tel produit. Et du coup, ah bah, la relation n'est que meilleure. Et donc, il faut d'abord enlever, crever cet abcès, enlever cette problématique. Et après, on peut parler d'autre chose. Parce qu'un client qui a un problème, c'est pas un client qui est à l'écoute. Et comme on l'a dit, le commercial, il est plutôt lui à l'écoute du client. Donc, si le client a effectivement une problématique qui est là, il faut d'abord la résoudre. Et ça, c'est très important. Super. Donc, on voit bien l'importance de la casquette commerciale, de la casquette scientifique, Shaul, où là, Oui, ça me tout permet à de fait. comprendre le besoin de mon client parce que Tout à fait. j'étais à sa place et que je comprends parfaitement ce qu'il me raconte. Et à côté, s'il a un souci, je suis capable de le comprendre aussi et de lui proposer des solutions, des alternatives. Et Tout à ça, fait. c'est toute le background scientifique Ouais. qui s'exprime à ce Et il y a moment-là. aussi ça, je dirais, c'est le level 1 des soucis techniques. Après, il peut y avoir des level 2, level 3, où en fait ça monte en niveau sur des appareillages qui tombent en panne, Hmm. ce genre de choses. Et bien là, il va falloir aussi en fait être le premier rempart devant le ou la cliente qui voilà, qui sont pas contents. Il faut être à l'écoute aussi des clients qui sont pas contents. Il faut savoir être là pour les entendre et ensuite, il faut aussi faire appel en interne aux bonnes personnes. Ça peut monter jusqu'au responsable France ou Europe ou autre, pour faire venir ensuite ces personnes aussi pour, eh bien, j'allais dire justement, encore une fois, crever les abcès, désamorcer ces problématiques et aller dans la voie ensemble de la solution. Il faut construire la solution ensemble de la problématique qu'elle a. Et ça se fera avec le client, passant le client en fait. Donc, c'est souvent voilà, on a travaillé ensemble, vous nous avez fait confiance, vous avez acheté. Ok, il y a un problème, ben, on va travailler ensemble, on va aller vers la solution ensemble, et on trouve toujours des alternatives. À On ce peut mettre un côté, appareil de démonstration, on peut en fait essayer de. Donc voilà, on peut toujours en fait essayer voilà, de trouver des solutions alternatives en fonction toujours eh bien, des problématiques et des urgences du client. Et après, de notre côté aussi, on peut faire ce qu'on peut faire. Donc on essaye de matcher les deux ensuite. c'est génial. Il y a un côté un peu co-construction. On construit ensemble. On n'a pas le produit parfait, on a un produit qui peut évoluer et qui peut être co-construit avec,
avec ses Tout clients. à fait. Et Moi, je tu dis, vois, une Shaoul, machine peut toujours tomber en panne, hein, donc c'est ça reste une machine, exactement hein. ça. Et l'être humain est là pour combler les défaillances des machines. Et puis de toute façon, l'entreprise même qui vend a peut-être aussi un pôle R&D, recherche, et ils sont très Bien preneurs de sûr, ces bien insights-là pour sûr, faire évoluer tout les à fait, produits. On cherche à être tout à fait. compétitif aussi, on cherche à innover. Tout est Exactement. relié. Et je Tout est vois relié. deux termes, Charles, très spécifiques. Dis-moi. Upsell, cross-sell, on en revient à Oui. notre CRM de tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, j'en reviens en fait effectivement sur cette partie très workflow. Mm. Workflow, c'est quoi? Ça veut dire en fait que si on a une seule gamme de produits très technique, très poussée, eh bien on va avoir qu'une niche avec cette partie à vendre. Mais si finalement, et chez Miltenny, on a effectivement par exemple des workflows complets, par exemple sur des process, si je prends l'exemple des lymphocytes T, eh bien on va pouvoir accompagner le chercheur de l'échantillon de départ, de la poche de sang que le client va récupérer. On va pouvoir trier les cellules directement de la poche de sang. On va pouvoir les mettre en culture. On a tout ce qu'il faut pour les mettre en culture, les activer. On a tout ce qu'il faut ensuite pour la partie ensuite analyse en imagerie, en cytométrie en flux. Et donc, c'est ce que j'appelle finalement le workflow. Et si je veux le mettre maintenant d'un point de vue très scientifique, bah, c'est le protocole. Donc, si un client a un protocole du début jusqu'à la fin de son protocole, jusqu'à l'analyse avec des appareils d'imagerie ou des appareils même que l'entreprise n'aurait pas, c'est pas grave, mais elle a un protocole complet de A à Z, eh bien, qu'est-ce qu'on peut vendre dedans de A à Z? Et donc, c'est ce que j'appelle un peu le cross-sell ou le bundle. C'est un autre terme technique qui pourrait apparaître effectivement eh bien, c'est de pouvoir effectivement accompagner le chercheur du début du protocole jusqu'à la fin du protocole. Et donc, tous les éléments qu'on peut y mettre dedans, c'est ce qu'on appelle du cross-selling ou du bundle de produits pour pouvoir effectivement accompagner le client sur tout son protocole. Voilà. C'est clair. C'est passionnant, tous ces termes-là. Alors, du coup, on en vient à cette dernière partie qui est contribution interne et développement, parce que en plus, l'ingénieur technico-commercial, tu me diras, il ne travaille pas seul. Il y a des équipes multidisciplinaires. Est-ce qu'il est quand même seul sur le terrain? Est-ce que, on va en parler tout à l'heure, hein, les déplacements, Bien tout sûr. ça, mais tu peux nous expliquer un Bien sûr. peu les partages Alors, retour terrain, pour je aller vois. sur la contribution interne et le développement, alors chez Miltenny, par exemple, on a 25% de notre personnel en R&D. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une R&D très active, très forte. Et clairement, la R&D est à l'écoute du marché ou de ce qui se fait sur le marché. Et de temps en temps, on arrive à les déplacer pour aller voir justement bah, les chercheurs. C'est des chercheurs, ils sont en R&D. Ils développent aussi des outils et des produits et aussi des machines, mais ils ont besoin de voir bah, comment sont utilisés ces outils, ces produits, ces machines avec les clients qui l'utilisent, donc dans la vraie vie, j'allais dire. Et donc, on a de temps en temps la R&D qui vient aussi être à l'écoute des clients. Et c'est un cercle bénéfique pour permettre justement eh bien, de améliorer ou de contribuer à l'amélioration de ce qui est existant ou de nouveaux produits qui pourraient être développés. Donc ça, c'est très intéressant. Et la plupart du temps, eh bien, on a souvent les ingénieurs commerciaux qui reviennent en disant au chef de produit en local, en disant ah ben j'ai un chercheur, il souhaite développer ici, ça, et est-ce que c'est faisable? Et donc voilà. Et donc soit ça passe effectivement par le local, puis le HQ, donc les headquarters directement à la maison mère. Euh, Soit des fois ça passe même, et on a souvent eu le cas même en France chez Miltenny, on a des instituts qui ont collaboré entre R&D et R&D dans des consortiums européens où ils ont co-développé des choses comme ça. Donc, c'est comme ça aussi naissent les produits, parce que souvent les produits naissent bah, des besoins des chercheurs et avant tout des besoins de nos propres chercheurs. Et donc, bah, c'est comme ça que sont nés aussi nos produits au sein de l'entreprise. Très Donc, bien. c'est toujours important, cette contribution. Très, très Alors bien. après, effectivement, tu parlais de est-ce que le commercial est Ouais. souvent seul sur le terrain? Si tu devais, Shaoul, si tu devais me décrire mais très rapidement une journée type, est-ce que c'est Oui, souvent sur le terrain? je vais faire une semaine type. Ouais, Souvent le semaine type. lundi, l'ingénieur commercial est chez lui, il va répondre à toutes les questions, emails et autres. Il va commencer à envoyer des mails pour avoir des rendez-vous. Et le reste de la semaine, il est souvent sur le terrain. Ça veut dire qu'il va aller voir les clients, discuter avec eux, faire des rendez-vous. Et c'est là où, s'il a besoin, et c'est pour ça qu'il n'est pas souvent tout seul, il peut faire appel au responsable, au directeur commercial, directeur des ventes. Si le directeur des ventes doit venir voir le directeur de l'institut, eh bien là, c'est parfait. Entre deux directeurs, ils peuvent discuter entre eux aussi de certains points que l'ingénieur commercial va peut-être pas maîtriser. Et donc là, c'est très bien, en fait, qu'il va avoir cet appui vente très haut niveau.
Et par contre, si jamais il fallait voir le directeur d'une plateforme technique ou scientifique, où il va aller voir quelqu'un qui est très pointu dans son domaine, du coup, eh bien là, il va pouvoir solliciter soit les chefs de produits, qui connaissent bien les produits d'un point de vue très pointu, et donc ils vont pouvoir venir discuter avec eux, ou l'applicatif. Donc on a un support applicatif qui va venir discuter directement de l'applicatif ou de la technicité vraiment de ce domaine. On n'a pas tous trois PhD, un en immuno, un en régénérative médecine et un en neurosciences. Eh bien, on fait appel aussi au support et aux responsables de ces produits et à l'applicatif. Très clair. Très très clair. Ce que je te propose, Shaoul, à présent, c'est de Oui, revenir. Hop, j'arrête le partage. Je vais te poser yes, quelques questions sans filtre. bien sûr. Je suis PhD, sortie de thèse. J'ai jamais travaillé en tant qu'ingénieur technico-commercial. Si dans une fiche de poste, on attend de moi 1 an, 2 ans d'expérience, est-ce que je postule ou pas? Tu sais, c'est la fameuse question de j'y vais pas. Bien sûr. Bien sûr. Souvent, on va demander un bac plus 5 ou un PhD avec 2-3 ans d'expérience. Moi, j'estime qu'un PhD, c'est un bac plus 5 qui a 2-3 ans d'expérience. Et souvent, en fait, il faut le valoriser. Et il faut juste trouver les bons termes de comparaison ou de parallèle. Euh, Quand on demande quelle expérience j'avais eue, bah, voilà, j'ai fait donc ma thèse de postdoc, mais pendant mes postdocs, j'ai fait des demandes de financement. Il a fallu que je gère l'argent de ces demandes de financement. J'avais eu la Ligue SIDAction, par exemple, dans des domaines très différents, mais il a fallu que je gère cet argent, que j'embauche quelqu'un un PhD ou un ingénieur pour ce projet. Donc j'ai fait le côté un peu recrutement, j'ai géré l'argent, j'ai acheté des machines. Donc il va falloir que je fasse aussi des achats pour gérer ce projet, pour qu'il soit à terme. Donc j'ai piloté le projet, mais dans ce projet, j'ai fait un peu de finance, j'ai fait un peu de vente, j'ai fait un peu d'achat, j'ai fait un peu de... Voilà, j'ai dû vendre mes projets bah, à des reviewers quand j'ai publié. Il a fallu que je sois vendeur quelque part à ce niveau-là, d'un point de vue très scientifique, bien entendu. Mais c'est des termes en fait qu'on peut mettre en parallèle. On a cette espèce de parallélisme, à dire, ou ouais, ces exemples qu'on peut utiliser, mais dit avec du vocabulaire qui sont aussi compréhensibles pour l'entreprise. C'est clair. D'où l'importance de savoir se valoriser, de bien Tout à formater fait, son CV. Tu sais que tout à quand je fait. t'entends, j'entends quand même le formateur derrière, et le coach et celui qui intervient dans le programme AS2. Et j'entends Shaoul Academy là-dessus. On sent Tout à fait. l'expérience quand même, Shaoul. Tu veux nous en dire 2 mots quand même? Tu en as croisé quand même des PhD qui sont dans ce cas-là. Qu'est-ce qui Oui. leur manque aujourd'hui? C'est cette capacité aussi à valoriser tout ça. Bah, ce qu'il faut savoir, en fait, quand on sort de PhD et que la première question qu'on va demander quand on arrive dans une entreprise lors d'un entretien, c'est parlez-moi de votre PhD. Bah, j'ai travaillé sur la molécule pro-apoptotique BIM. Ah non, c'était pas ce que je disais derrière. Et Non, 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 bim! non. Et BIM. Non, c'est parlez-moi de ce que vous avez fait, entre Ouais. guillemets, pas d'un point de vue très technique, scientifique. Je ne sais pas c'est quoi la protéine prototype Bing. Donc, non, c'est j'ai encadré une personne, j'ai formé une autre personne. Et en fait, c'est plutôt le côté très, voilà, la big picture qu'on demande, en fait. Euh, et souvent, on va utiliser dans le CV deux, trois endroits, par exemple, sur... euh, euh, moi, j'ai souvent mis que j'étais impliqué dans les réseaux biotechno, forums biotechno, PhD Talent et autres. Et donc, on va souvent poser des questions lors des entretiens, du coup, dans ces parties-là, en disant, mais vous avez fait quoi exactement? En fait, bah, c'est là où on a la possibilité de parler sans rentrer dans le côté technique des choses, de vulgariser les choses, comme on l'a fait là sur le profil de poste Mm. eh bien, on doit le faire aussi lors d'un entretien. Et c'est ça peut-être qui manque un petit peu, c'est ce côté en fait de vulgarisation des choses pour être avec les mots techniques bah, côté entreprise. Et ça, on ne les connaît Absolument. pas ou on n'en entend pas assez parler. Et en discutant de plus en plus avec des ingénieurs commerciaux, technico-commerciaux, responsables de vente, on va acquérir ces mots. CRM, par exemple, effectivement, en fait partie, mais pas que. Donc voilà, cross-selling, bundle ou autre. Les Tout à fait. 20-80, voilà, les différentes lois, loi de Pareto ou autre. Enfin, il y a différentes choses comme ça qu'il faut aussi, Exactement. voilà, c'est du langage. Et est-ce qu'on demande à quelqu'un d'acquérir ce langage avant de venir? Bien sûr que non. Si on avait demandé à un PhD lors de sa première réunion de labo de comprendre tous les termes techniques qui ont été cités sur,
Je m'en souviens encore de la mienne, où on parlait de Zivad, qui est le caspase inhibiteur, caspase 3 inhibiteur. Il me parle de quoi là? Je comprends plus rien là. Non, Et ben, on acquiert avec l'expérience. Mais exactement. par contre, effectivement, c'est bien de connaître un petit peu et d'arriver préparé. Et la première des choses, bah, connaître l'entreprise où on va. On arrive encore à avoir des personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas vraiment l'entreprise, la taille de l'entreprise et tous ces genres de choses. Il n'y a rien de mieux que bah, de discuter avec le commercial en charge de l'entreprise, d'aller sur LinkedIn. Bonjour, je me présente, votre entreprise est très intéressante. Est-ce que, on peut parler une demi-heure? Je vous offre un café, je suis à l'Institut Intel, venez me voir, et puis voilà. Et dans 95% des cas, ça sera oui la réponse, ça ne sera pas forcément non. Donc voilà, C'est clair. Tu sais que tu as répondu comme ça à deux, trois questions que j'allais te poser. Tu me c'est parfait, simplifies la j'anticipe, vie. j'anticipe. Je fais juste un petit clin d'œil au réseau biotechno, tu en as parlé tout à l'heure, Tout à dont fait. tu as fait partie, hein, tu as pas mal bossé avec eux. Et grâce à ça, bien avant que tu aies ton poste d'ingénieur technico-commercial, tu cherchais des sponsors, les partenariats, d'où l'importance de le valoriser. Donc, pas besoin de certificat en particulier, de connaître tous les termes, mais par contre, faites autre chose que le labo et la paillasse et aller dans des assos, participer, chercher, gérer du budget, chercher des sponsors. C'est génial, ça. Pour le coup, Tout à fait. on Et ça, peut le ça se valorise dans valoriser. le CV, encore une fois. Voilà. Absolument. Ça se valorise dans le CV. Tu as répondu à ma question, des infos cachées qu'il n'y a pas dans les fiches de poste. On va aller les chercher en allant discuter avec les gens, faisant une enquête métier, en allant chercher des infos sur la boîte et l'entreprise. Très clair. Si tu devais donner un dernier mot, on arrive à la fin de ce podcast, Shaoul. Un Déjà, mot. c'est trop Eh rapide. ouais, ça passe trop vite. On se régale, mais ça passe trop vite. Alors, imagine-toi, Shaoul, quelques années en arrière, qu'est-ce que tu voudrais dire à ton Shaoul sortie de thèse, enfin, fin de ton postdoc, parce que tu as fait des postdocs, qu'est-ce que tu te dirais comme ça avec le recul, qui t'aurait vachement aidé? Quel conseil tu te donnerais? D'être ouvert. En fait, j'ai dit une phrase, je m'en souviens encore très bien, c'était à Marie-Thérèse, l'ingénieure du laboratoire, qui m'a formé sur tout l'aspect scientifique, technique en fait, du laboratoire quand j'étais avec Aimé Vasquez. J'avais dit à Marie-Thérèse, mais tu sais, Marie-Thérèse, il y a un métier que je ferai jamais, technico-commercial. Tu sais, les personnes qui arrivent avec leurs petites tirettes là comme ça dans les laboratoires, qui dérangent les gens en manip, je ferai jamais ça. Eh ben déjà, faut jamais dire jamais. Ça, c'est le premier J'allais conseil. te dire. Et surtout, eh bien, rester ouvert parce qu'en fait, finalement, ben, quand on arrive après deux post-docs, après avoir fait 20 papiers, 15 fois passer les oraux de INSERM, CNRS et des jeunes chercheurs, et que bah, on est marié, on a un enfant, bah, il faut aussi nourrir et payer les factures, eh bien, à un moment donné, bah, il faut savoir aussi ouvrir le scope. Je pensais l'avoir fait suffisamment en me disant, je vais faire de l'enseignement, donc j'ai fait de l'enseignement, mais en fait, c'est pas assez. En fait, il n'y a pas que l'enseignement et la recherche ou que enseignant-chercheur. Il y a tellement une multitude de possibilités. Et le fait d'avoir créé l'association Codopodo, qui est le comité des doctorants et des post-doctorants au sein de l'IMRB de Créteil quand j'étais dans mon deuxième post-doc, ça m'a permis d'ouvrir. J'ai connu le forum biotechno, le réseau biotechno. Et en fait, c'est ça qui m'a donné en fait, cette ouverture d'esprit sur toutes les assumptions, ce que je pensais en fait du métier de commercial. C'était que des peurs, des craintes, des oui-dire. Et en fait, il faut aller crever ses abcès. Et puis voilà. Et je me suis, et c'est pas moi qui le dis, c'est ma femme qui l'a dit, je me suis jamais senti aussi bien en tant qu'ingénieur commercial et dans cette période d'ingénieur commercial, dans cette phase d'ingénieur commercial. Et c'est ma femme qui l'a vu et donc qui l'a dit. Voilà quoi. Elle devrait même venir faire des témoignages pour les réseaux biotechno, les parents biotechno. Les Et j'en conjoints, je veux reviens, hein. dire. Je reviens au terme que tu as dit. Restez Ouvert. ouvert aux Ouvert. opportunités. Et Tout puis à fait. faites autre chose, rencontrez des gens, réseauter, participer à des tables rondes associatives, etc. Ça aide à s'ouvrir l'esprit et à se dire, bah, Absolument. tiens, il n'y a pas que le labo, il n'y a pas que la R&D, il n'y a pas que. Et aujourd'hui, grâce à toi, Shaoul, tu nous as aidé à décortiquer ce métier. Ingénieur technico-commercial, j'espère que pour tous les gens qui nous écoutent, c'est beaucoup plus clair que vous. J'espère. Avant le podcast, maintenant, j'espère que ça va être, voilà, une fiche de poste, ça ne doit pas vous impressionner. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, mais grâce à Behind the Title, on va pouvoir éclairer les gens, les guider, voire leur donner des vocations pour ça, pour les gens qui ne savent pas encore. Merci infiniment, Charles, pour ton temps. Avec plaisir.
avec plaisir. infiniment. Et je Merci terminerai juste sur, d'intervenir dans... il Oui, n'y a, dis-moi. il y a pas de mouton à cinq pattes, d'accord? Oui. Donc il faut y aller. Il faut postuler, il faut y aller. Voilà, faut vraiment y aller. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de mouton à cinq pattes. On y va, on ne se laisse pas impressionner par une fiche de poste. Je voulais te remercier pour tout ce que tu fais, Charles, Merci pour à la toi, Assia, pour tout ce communauté, que tu pour fais la aussi, parce que communauté. je pense qu'il faut te remercier aussi pour tout ce que tu fais. Donc merci aussi à toi. Génial. Et je pense que tous les deux, on fait aussi des choses ensemble. Donc, suivez-nous, Shaoul et moi-même. La masterclass qu'on a fait en octobre dernier, il y en a On d'autres à peut bien venir. voir. Il y a le programme AS2 dans lequel tu interviens en tant qu'expert métier. Merci infiniment, Shaoul. Merci à toi Abonnez-vous. aussi. Génial. Et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Merci pour votre écoute. Balancez vos étoiles pour nous soutenir et suivez la page du programme AS2, événements, masterclass, coaching, rien que pour vous. N'oubliez pas, vous êtes des pépites, vous méritez de briller. On se retrouve au prochain épisode.